Bonjour, aujourd'hui on va parler de nombre chromatique d'un graphe, un peu l'intérêt que ça a et comment on peut en avoir une estimation. Alors, d'abord, on va parler de graphe. Ce que j'entendrai par graphe ici, eh bien, donc c'est des sommets avec des arêtes, mais les arêtes sont simples, hein, d'accord, et il n'y a pas de boucle, hein, donc pas d'arête d'un sommet vers lui-même. Et on cherche le nombre minimal de couleurs nécessaires pour que les sommets colorés de même couleur ne soient pas connectés. Vous voyez, c'est le cas ici de ce graphe où les sommets de même couleur, noir et blanc, sont pas connectés. Là ici, vous voyez que ben oui, il faut plus de couleurs. Et donc ce nombre minimal, on l'appelle qui de G. Ici, ben, le nombre minimal, on voit bien qui de G est égal à 2, et ici, qui de G est égal à 4. Voilà. Au niveau application, vous imaginez, alors il y a le fameux théorème des 4 couleurs, hein, qui dit qu'il faut au minimum 4 couleurs pour colorier les pays d'une planisphère, sachant que deux pays limitrophes ne doivent pas être de même couleur, forcément. Il faudrait 5 couleurs sur une sphère, 6 couleurs sur un tore. Bon, c'est un problème topologique. Alors, mais il n'y a pas que les cartes. Vous imaginez la circulation. Vous voyez, vous prenez l'essence de circulation pour un feu vert, bah, vous voyez qu'un feu vert, vous ne pouvez pas avoir le feu vert là et là. Donc il ne faut pas qu'il y ait la même couleur si deux circuits se croisent. Donc voilà, donc là les circuits seraient un peu des sommets. Alors vous allez me dire, c'est pas difficile à faire quand c'est la circulation automobile, il y a au maximum 6 feux, bon on arrive à gérer ça sans avoir à faire venir de la théorie spectrale. Mais imaginons que ce soit des lignes aériennes. Là, c'est plus compliqué. Bien, alors, regardons. Donc ici, qui de G est égal à 2, vous vous en doutez. Ici, qui de G, vous voyez, ici, on a un graphe complet. Hein, c'est le graphe complet à 4 sommets. Bon, ben là, qui de G il peut être égal à 4. Ce problème est réputé difficile. Hein, d'accord, le problème de chercher le nombre de couleurs minimal est difficile. Et on l'appelle qui de G. Alors, donc on va trouver une borne inf à qui de G, voilà, qui soit facilement calculable. Ça, c'est le but de la vidéo. Alors, on a introduit la matrice d'adjacence du graphe. Donc, c'est une matrice, ici, vous avez les entrées correspondent aux paires, au couple de sommets. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir la matrice d'adjacence. Ben, on met des zéros si les sommets ne sont pas connectés. On met 1 si c'est connecté. Voilà. Tout simple. Hein. Donc voici la matrice d'adjacence de ce graphe-là. Et là, oui, un sommet n'est pas connecté avec lui-même, puisque j'ai dit qu'il n'y avait pas de boucle, mais il est connecté avec tous les autres. Donc voici la matrice d'adjacence de ce graphe-là. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le problème mathématiquement. Et évidemment, vous voyez des matrices symétriques réelles, vous vous doutez qu'il y a un théorème spectral pas long. Donc je rappelle que si S est une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable en base orthonormée, et elle va avoir ici un spectre qui est réel, donc qui est ordonné, avec un lambda max et un lambda min. Donc ça, c'est donné par le théorème spectral, et je vais fixer une base orthonormée de vecteurs propres, E1 jusqu'à En, qui correspondent évidemment respectivement à lambda 1 jusqu'à lambda n. Donc, ça, c'est des rappels que la plupart des gens en master savent. C'est quelque chose qui est fait généralement en licence 3e année, des fois 2e année. Si x est égal à la somme des xi ei, alors, bon, je suis ici dans Rn muni de son produit scalaire canonique. Hein. X, Sx, c'est égal, on développe x en cette somme, Sx en cette somme, donc ça fait lambda i xi ei, et on multiplie dans la base orthonormée,
on utilise le fait qu'elle est octonormée, et on obtient somme de i égale 1 à n de lambda i xi carré. Comme les xi carrés sont positifs, je peux mettre lambda max en facteur, et il va rester la somme des xi carrés, c'est-à-dire x scalaire x. De la même manière qu'on a inférieur à lambda max ici, on a supérieur ou égal à lambda min xx. Voilà. Bon. Et puis, cette inégalité est bonne parce qu'elle est atteinte quand même. Si on pose x égale E1, eh bien ici, on va avoir x égale à E1, donc on va avoir 1 et puis que des zéros. Donc ici, on va bien avoir lambda max et E1, E1, donc fois 1. Donc on aura l'égalité, et pareil, si on pose x égale en, on a l'égalité ici. Alors, ce qui fait que, on peut dire que lambda max, c'est le max de x Sx, quand x appartient à la sphère, et lambda min, c'est le min de x Sx, quand x appartient à la sphère. Donc la sphère de centre le vecteur nul et de rayon 1, ce qui fait que xx est égal à 1 ici. Alors ce que vous voyez là, c'est le lien important, fondamental, entre deux mondes, le monde spectral des endomorphismes, ou des matrices d'endomorphismes, d'accord, et le monde ici des formes quadratiques. Là, x donne x Sx, voilà, c'est une forme quadratique et on prend le max de cette forme quadratique sur une sphère. Voilà, donc ce lien est fondamental, il faut toujours jongler entre les deux. Et ce qu'on va montrer, c'est que chi de G, le nombre chromatique, ici, est supérieur ou égal à 1 moins lambda max sur lambda min, quand on aura pris la matrice correspondante. Juste, je vous montre, bon, alors ici, vous voyez que le rang, on va donner l'exemple ici pour ça et ça, c'est facile. Vous voyez que là, le rang, c'est 2, d'accord, ça se voit tout de suite. Donc, il y a 0, 0 comme valeur propre. Le vecteur canonique 1, 1, 1, 1 est vecteur propre pour la valeur propre 2, puisque la somme des lignes, ça fait 2. Toujours. Donc 2 est valeur propre, et comme la trace est nulle, moins 2, c'est l'autre valeur propre. Donc ici, vous voyez que vous avez 2 sur moins 2. 2 sur moins 2, ça fait moins 1. 1 moins moins 1, ça fait 2. Et on retrouve ici le nombre chromatique. Alors attention, en général, on ne le retrouve pas, mais on voit que c'est quand même une borne sympa. Ici, vous avez, si vous appelez la matrice J4, la matrice avec que des 1, c'est J4 moins I4. Or J4, la matrice avec que des 1, elle est de rang 1, donc vous avez ici 0, 0, 0, d'accord, 0 qui est valeur propre triple, et la dernière, évidemment, pour J4, c'est la trace, donc 4, puisqu'il n'y a que des 1, moins 1, 1, 1, 1, donc ça va faire moins 1, moins 1, moins 1, 3. Alors maintenant, quand on va faire la formule, le max c'est 3, ici c'est moins 1, on fait 3 divisé par moins 1, ça fait moins 3, moins 3 plus 1, donc ici ça va faire 4. Et on tombe effectivement sur 4. Voilà, alors, amusant, certainement, utile, évidemment, il n'y a plus qu'à passer aux preuves. Alors, l'inégalité sur le nombre chromatique va provenir d'un théorème. Ce théorème nous apporte une espèce d'inégalité de convexité, on va dire, vite fait, qui est la suivante. On prend A, une matrice symétrique réelle, on suppose qu'elle est décomposée comme ça en blocs diagonaux, d'accord, forcément symétriques et réels, avec ici des éléments, ici ça veut dire qu'il peut y avoir des éléments non nuls, évidemment, là ici. Alors, le lambda max pour A, plus K-1, parce qu'il y a K éléments diagonaux, blocs diagonaux, fois lambda min de A, K-1, est inférieur ou égal à la somme des lambda max des AI, qui a bien un sens, parce que les AI sont symétriques réels. D'accord ? Voilà. Alors, on va démontrer ça en, on va dire, 3 points, et après vous allez voir que l'inégalité sur le nombre chromatique va découler directement. Alors, d'abord, il est quasi évident que lambda min de A est inférieur ou égal à lambda min de chaque AI. Bon, oui, pourquoi ? Parce que le lambda min de chaque AI,
bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est le min sur la sphère, mais une sphère de dimension, la taille de AI, hein, de xi à xi, c'est ce qu'on a vu. Et ça, vous arrivez à vous convaincre que c'est égal à x quand x c'est un vecteur sous cette forme. Donc vous avez des zéros, et là vous avez le vecteur xi qui a la taille de AI ici. Donc c'est pas juste un réel, hein, c'est un réel puissance R puissance MI, où MI c'est la taille de AI. Bon. Alors vous arrivez à vous convaincre que ça c'est égal à ça, hein, vu que A est écrite comme ça. Et donc ça va être le min de x à x pour x dans S et x comme ceci. Donc forcément, comme le x est dans S, mais il est sous une forme particulière, eh bien il va être supérieur au min quand x n'a pas cette forme-là, hein, où on prend tous les x possibles. Voilà, mais dans S. Donc vous voyez qu'on a une inégalité qui découle aisément. Mais attention, pas des endomorphismes, pas de A ou AI vu comme un endomorphisme. AI vu comme la matrice d'une forme quadratique, puisque là, ça découle vraiment des formes quadratiques. On utilise les formes quadratiques. Ça, c'est important de le voir et de le noter pour avoir un peu de recul sur cette théorie. Alors maintenant qu'on a montré ça, deuxièmement, alors là c'est le cœur du truc, hein. Si A est symétrique, on va faire un premier cas. Si A est symétrique positive, alors le lambda max de A est inférieur ou égal à la somme des lambda max des AI. Voilà. La première remarque qu'on peut faire, c'est que si A est symétrique positive, alors AI est symétrique positive aussi, puisque ça, c'est égal à ça, et donc c'est positif. D'accord ? C'est ça la définition d'une matrice symétrique positive, hein, c'est que ça, c'est positif. Ok. Bon, vous vous doutez que par récurrence, il suffit de se ramener au cas où il y a deux blocs, d'accord, on fait une récurrence. Donc on a A égale A1, A2, donc deux blocs symétriques, et puis ici B et B transposé. Donc maintenant, je vais écrire X comme vecteur X1 et X2, d'accord, je vais multiplier, ce qui va faire que AX, ça va être ce vecteur-là que vous voyez, décomposé. Et donc maintenant, quand je vais développer x à x, donc je vais développer le produit scalaire, donc je vais avoir x1 à 1 x1, x1 bx2, x2 b transposé x1, mais ça c'est pareil, d'accord, parce que b transposé dans le produit scalaire, il passe de l'autre côté, ça fait b, vous avez l'habitude de ça, donc ça fait 2 x1 bx2, et enfin x2 a2 x2. Voilà ma décomposition. Donc cette formule, faut bien l'avoir en mémoire, elle va servir. D'abord, dans un premier temps, je vais remplacer x par xt, t c'est un réel quelconque, et je vais multiplier x1 par t, et x2 je vais le laisser. Ce qui fait que ici, comme x1 est remplacé par tx1, je vais avoir du t2 ici du t, et ici rien du tout. Donc, je reprends ma formule, je l'écris pour xt, et comme A est positif, je sais que quel que soit t dans R, ça c'est positif ou nul. Alors, imaginons que ça soit un trinôme en t, c'est-à-dire, imaginons que ça soit différent de 0. Alors, le fait que ce soit positif ou nul, ça fait que le discriminant est négatif. Oui, puisque c'est positif ou nul pour tout t, et donc ça nous donne cette inégalité-là, qui est une inégalité qui ressemble à une inégalité de type Cauchy-Schwarz. D'ailleurs, la méthode, c'est exactement la preuve de Cauchy-Schwarz. Maintenant, si x1 à 1 x1 est égal à 0, donc c'est pas un trinôme, alors ce binôme-là est toujours positif, ce qui fait que x1, b, x2 est nul. Donc quand ça c'est 0, alors ça c'est 0. Ce qui veut dire que cette inégalité, elle a toujours lieu dans les deux cas. Voilà. Maintenant, je vais reprendre cette égalité, mais avec cette inégalité-là, et je vais la prendre pour x1, x2, donc le vecteur x, égal à
E1 de A. C'est-à-dire, on va choisir un vecteur propre unitaire pour A, pour la plus grande valeur propre. Alors, d'abord, vous allez remarquer que xi à xi, c'est positif. Alors, pourquoi c'est positif? Parce que le lambda min de AI est supérieur ou égal au lambda min de A, et le lambda min de A est positif parce que A est symétrique positive. Donc, AI est une matrice positive aussi, pour I égale 1 et 2. Donc ça, c'est positif. Et c'est inférieur, évidemment, par ce qu'on a vu tout à l'heure, à lambda max de AI fois xi. Alors attention, cette fois-ci, xi n'est pas égal forcément à 1. Il faudrait que, par exemple, x2 soit égal à 0 pour que x1 soit égal à 1. D'accord? Donc, je suis obligé de multiplier par ce produit scalaire-là. Bien. Alors maintenant, c'est assez facile. Ici, comme x est de norme 1, j'ai exactement lambda max de A. Et ici, je vais dire que c'est inférieur à. Alors, je vais jouer sur tous les inférieurs. Je vais jouer sur inférieur à ça. Là, inférieur à ça aussi. Et je vais jouer sur le fait que ça, c'est inférieur à la racine carrée de ça fois la racine carrée de ça, d'accord, à cause de cette inégalité. Et ces racines existent parce qu'on a dit que c'était positif. Donc, quand on va faire l'inégalité, on va reconnaître un carré, le carré de racine de lambda max de 1, racine de x1, tout ça c'est positif, plus racine de lambda max de A2, racine de x2. Donc ça va être inférieur à ça au carré, d'accord, hein, vous voyez que vous retrouvez exactement ce que vous voulez. Et maintenant, à Cauchy-Schwarz, ça c'était déjà un Cauchy-Schwarz, je vais réutiliser Cauchy-Schwarz. Donc ici, c'est le carré du produit scalaire du vecteur tac-tac et du vecteur par le vecteur tac-tac, ici. Donc c'est inférieur ou égal à la norme au carré du premier vecteur fois la norme au carré du second vecteur. Mais pour le premier vecteur, la norme au carré, ça va être lambda max de A1 plus lambda max de A2. Et pour le second vecteur, ça fait x1 plus x2, mais par Pythagore, ça fait la norme de E1, donc ça fait 1. Donc on multiplie par 1, ça ne se voit pas. Ce qui fait qu'on a bien démontré ce qu'on voulait ici. Et là maintenant, ça va rouler vraiment tout seul. Donc bilan des courses. Lambda min de A est inférieur à lambda min d'AI. Si A est positive, alors lambda max de A est inférieur à la somme des lambda max d'AI. Voilà. Donc maintenant, le cas général, si A est symétrique, juste symétrique réelle, eh bien on va s'intéresser à la matrice symétrique A moins lambda min de A identité. Effectivement, elle est symétrique, c'est clair. Elle est aussi, oui, ses valeurs propres. Comme on a enlevé une homothétie, les valeurs propres, elles se sont juste décalées de lambda min de A. Donc les valeurs propres sont toutes positives, et donc on est dans Sn++. Voilà. Positive ou nulle. Alors maintenant, on peut appliquer à cette matrice-là l'inégalité 2. Donc ça nous fait lambda max de ça, d'accord, inférieur ou égal à la somme des lambda max des blocs diagonaux de ça. Mais les blocs diagonaux de ça, c'est juste AI moins lambda min de A et l'identité, mais juste pour la taille de AI, que j'ai appelé MI. Voilà. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les valeurs propres, elles font que se translater, hein, puisqu'on a enlevé une homothétie, et donc elles se translatent de moins lambda min de A. Voilà. Inférieur ou égal, ici, et ici, ça se translate aussi à chaque fois, mais il va y avoir k fois lambda min de A, donc quand je passe k lambda min de A de l'autre côté, j'ai bien l'inégalité voulue. Voilà, donc on a montré cette inégalité qui est... la preuve est assez retors, assez astucieuse. Maintenant, on va l'appliquer
un autre graphe. Donc, soit G un graphe. On suppose donc que K est égal à qui de G. Donc ça veut dire qu'on peut le colorer, ces sommets avec K couleurs, de sorte à ce que les sommets de même couleur ne soient pas connectés. Donc, on va ordonner les sommets en regroupant par couleur. Alors, on peut effectivement se demander, est-ce qu'on a le droit d'ordonner les sommets comme on veut? Puisqu'on va considérer la matrice d'adjacence du graphe, quand on permute les sommets, eh bien, la matrice d'adjacence, elle va se transformer en une autre matrice, mais qui lui est semblable, via une matrice de passage qui est une matrice de permutation. Voilà. Donc, on peut toujours, lambda max et lambda min vont pas changer. Hein, donc, je peux ordonner les sommets. Donc ici, ça va être tous mes sommets de couleur 1, tous mes sommets de couleur 2, tous mes sommets de couleur K. Et ici, donc évidemment, puisque les sommets de même couleur ne sont pas connectés, je vais avoir des blocs diagonaux qui sont nuls. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais appliquer cette formule-là, lambda max de A plus K-1 lambda min de A est inférieur ou égal à 0, parce que les matrices, c'est les matrices nulles. Donc les valeurs propres sont toutes nulles. Et maintenant, il faut juste remarquer que lambda min de A est strictement négatif. D'accord ? D'abord, il est négatif tout court parce que la somme des lambda I de A est égale à 0, puisque c'est la trace. Alors, s'il était nul, eh bien, ça voudrait dire que toutes les valeurs propres seraient positives. Mais elles seraient toutes positives avec la somme nulle, donc ça veut dire que toutes les valeurs propres seraient nulles. Mais si les valeurs propres sont toutes nulles, comme A est diagonalisable, ça veut dire que A est nul. Or, on a un graphe, on a un vrai graphe, donc A est non nul, évidemment. Hein, ça c'est bon. Donc, lambda min de A ne peut pas être nul, donc il est strictement négatif. Alors pourquoi je m'intéresse à sa négativité, strict négatif? Parce qu'il va falloir que je passe ça au dénominateur. Il faut savoir exactement le signe pour voir comment va se comporter l'inégalité. Et là, on va avoir K inférieur ou égal à 1 moins lambda max de A sur lambda min de A, comme annoncé. Pour terminer, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la première partie de l'épreuve 1 de 2019 à l'agrégation interne. Un très joli problème qui comporte 4 parties totalement indépendantes, avec des petites histoires comme ça, pas toujours égales, mais vraiment très très intéressantes globalement. Voilà.